3 coups de feu claquèrent dans l'obscurité de la montagne. La Mercedes argentée partit en embardée, percutant un pin massif avec le craquement sinistre du métal et du verre. Daniel Dubois était déjà en mouvement, son berger allemand Médor à ses côtés, arme au poing. Des débris fumants, Elisabeth Martin se débattait contre l'airbag dégonflé, le sang ruisselant sur son visage. Derrière eux, des phares apparurent, 3 véhicules se rapprochant rapidement. Le grognement de Médor éclata comme le tonnerre alors que des hommes armés émergeaient des ténèbres. Ce n'était pas un accident, c'était la guerre. Mais la guerre avait commencé 6 mois plus tôt, lorsque 3 berlines de luxe noir avaient débarqué devant le modeste atelier de réparation de Daniel dans la vallée des Roches Rouges, en Savoie. Daniel avait bâti sa vie sur le silence et la solitude. À 46 ans, cet ancien marine portait les cicatrices de tempêtes du désert, visibles et cachées, préférant les moteurs aux gens, la routine au risque. Garage de l'Aigle occupait un bâtiment décrépit à la périphérie de la ville, où Daniel travaillait seul, à l'exception de Médor, un berger à la robe sombre qui rapportait les outils sur commande et montait la garde avec une précision militaire. Les murs du garage racontaient des histoires que Daniel ne racontait jamais. Une croix de la marine dans son coffret, des photos décolorées de Marines en tenue de camouflage désertique, un drapeau plié. Renault passait à la radio pendant que Daniel reconstruisait un moteur de 2 CV classique, ses mains balafrées, se mouvant avec une certitude acquise. Lorsque les berlines arrivèrent, il leva à peine les yeux. Mais l'alerte immédiate de Médor, les poils hérissés et le corps tendu, attira son attention. La porte arrière du véhicule de tête s'ouvrit et une femme en sortit, des cheveux auburn foncés remontés en un chignon élégant, un tailleur sur mesure, évoquant les salles de conseil et le pouvoir. Elle s'approcha d'un pas assuré malgré la posture menaçante de Médor. Elisabeth Martin tendit la main. « Monsieur Dubois, je suis ici parce que vous êtes le meilleur mécanicien de 3 départements. Et parce que votre état de service suggère que vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. » Daniel accepta brièvement la poignée de main. « Je ne suis pas intéressé par ce que vous vendez. Je ne vends rien, je vous offre un partenariat. » Elle fit un geste vers son garage. Martin Automobile lance le corps technique des anciens combattants, des centres de formation où les anciens militaires apprennent des compétences de pointe en matière de fabrication tout en produisant des composants fabriqués en France. Votre ville a besoin d'un renouveau économique. Les anciens combattants ont besoin d'un but. Vous avez à la fois l'expertise et la crédibilité pour le diriger. Je travaille seul. Les yeux verts d'Elisabeth restèrent de fixe. Mon père, le colonel David Martin, commandait le 3e bataillon pendant Tempête du désert. Il parlait souvent d'un sergent nommé Dubois et de son capitaine, Jacques Michel. Il croyait en des hommes comme vous. Le nom résonna comme un éclat d'obus. Jacques Michel, son capitaine, son ami, décédé dans les bras de Daniel pendant l'offensive du Koweït, lui faisant promettre de rester fidèle au code des Marines. Semper fidelis, toujours fidèle. La mâchoire de Daniel se crispa. « Votre père était un homme bien, mais je ne suis pas votre solution. » Elisabeth posa une carte de visite sur son établi à côté d'une photo décolorée. Daniel et Jacques, les bras autour des épaules l'un de l'autre, jeunes et certains sous le soleil du désert. Réfléchissez-y, l'offre tient toujours. Ce soir-là, au bistrot, chez Marcel, la routine du jeudi de Daniel, le rythme paisible fut brisé lorsque 3 hommes en blouson de cuir coincèrent une femme dans la cabine du fond. La même femme, Elisabeth Martin, des papiers étalés devant elle. L'homme de tête, une cicatrice barrant son visage buriné, se pencha au-dessus de sa table. « Mademoiselle Martin, Monsieur Leblanc vous envoie ses salutations. Il dit que la réunion du conseil d'administration de lundi ne se déroulera pas comme vous le souhaitez. » Son compagnon ajouta « Ça vous rappelle ce qui est arrivé à votre papa quand il ne voulait pas coopérer ?» Le grognement de Médor vibra dans le bistrot. Daniel était déjà en mouvement, couvrant la distance à pas mesurer, le berger à ses talons. « Ça suffit !» dit calmement Daniel, la voix qui avait autrefois commandé des Marines sous le feu ennemi.
Le balafré se tourna, l'irritation se muant en méfiance lorsqu'il enregistra à la fois la posture de Daniel et l'intensité concentrée de Médor. « Ce ne sont pas vos affaires. Vous avez livré votre message. Maintenant, vous partez. » Quelque chose passa entre les trois hommes, un calcul des risques. Ils partirent, mais non sans que le garde ne se retourne. « Faites attention à vous, héros. Certains combats ne valent pas la peine d'être menés. » Après leur départ, Élisabeth s'approcha de la table de Daniel. « Merci. Ça aurait pu mal tourner. » « Qui sont-ils » ?« La sécurité de Vincent Leblanc. Leblanc dirige Automobile Mondiale, la société qui tente d'acquérir Martin Automobile par le biais d'une OPA hostile. Quand il ne peut pas acheter quelque chose, il le détruit. » Elle l'étudia attentivement. « Vous venez de vous mettre sur son radar. » Daniel aurait dû s'en aller. Au lieu de cela, 3 nuits plus tard, lorsque les flammes consumèrent son garage, il comprit le prix de la résistance. L'incendie criminel était professionnel, alimenté par un accélérant, conçu pour envoyer un message. Seule la réponse rapide de la communauté et les pompiers volontaires empêchèrent la destruction complète de la structure. Élisabeth arriva alors que les pompiers étaient encore à l'œuvre, son vernis de cadre remplacé par un jean enfilé à la hâte. « C'est la signature de Leblanc. Je suis désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. » Le gendarme Thomas Bernard, un ancien combattant, prit Daniel à part. C'était délibéré. Le même accélérant a été utilisé dans 3 autres incidents liés à Automobile Mondiale. La ville se mobilisa. À l'aube, les voisins avaient organisé des équipes de nettoyage. Robert Durand, un pompier de l'époque du Vietnam, apporta du matériel et de la main-d'œuvre. Hélène Mercier coordonna la nourriture et les matériaux. Le mécanicien qui avait maintenu un isolement prudent se retrouva entouré d'un soutien déterminé. Élisabeth revint avec des plans et des contrats. « Laissez-moi vous aider à reconstruire, pas seulement votre garage. L'ensemble du centre technique des anciens combattants, la vision de mon père, votre direction. » Daniel étudia les plans, puis les ruines de son gagne-pain, puis la communauté qui refusait de le laisser seul. Médor se pressa contre sa jambe, la présence stable du berger l'ancrant. « On commence demain, dit-il. » La construction progressa rapidement. Le centre prit forme, des baies élargies pour la formation, des équipements modernes, des bureaux. Des anciens combattants arrivèrent, attirés par le bouche à oreille, d'anciens soldats à la recherche d'un but et d'une communauté. Thomas Roussel des ateliers mécaniques de l'armée de terre. Patricia Kim de la maintenance de l'armée de l'air. Guillaume Caron de la logistique de la marine. Ils travaillèrent aux côtés des habitants de la vallée des Roches-Rouges, construisant quelque chose d'important. Mais les attaques de Leblanc continuèrent. Les livraisons de fournitures annulées mystérieusement, les permis remis en question. De petits obstacles qu'Élisabeth surmonta avec une détermination sombre. 6 semaines après le début de la construction, Daniel trouva Louis Garnier, 16 ans, en train de tenter de recabler des terminaux informatiques endommagés. La posture défensive de l'adolescent et ses mains balafrées témoignaient d'une vie difficile et de compétences autodidactes. « Votre mère sait que vous êtes ici ?» demanda Daniel. Louis haussa les épaules. « Elle fait des heures supplémentaires à l'hôpital. Elle se fiche de savoir où je suis. Qui vous a appris l'électronique? Internet. Des livres. » Louis fit une pause. « Mon père était mécanicien, première marine. Il n'est pas revenu du Koweït. » Daniel reconnut le lien implicite. « Il serait fier de vos compétences. » Élisabeth, apparaissant dans l'embrasure de la porte, proposa à Louis un poste après l'école. « Nous pourrions utiliser quelqu'un avec vos capacités. » Le centre devint un foyer pour les choses brisées en cours de réparation, des bâtiments, des véhicules, des vies. Daniel se retrouva à enseigner, à encadrer, à diriger à nouveau. L'isolement qu'il avait cultivé se dissipa dans un but, puis vint la bataille du conseil d'administration. L'offre d'acquisition d'Automobile Mondiale menaçait tout ce qu'ils avaient construit. Élisabeth se battit contre ses propres membres du conseil d'administration. Certains
corrompu par l'influence de Leblanc. Daniel l'accompagna au siège de Martin Automobile, Médor à ses côtés. La réunion fut une guerre selon des règles différentes. Leblanc présenta des analyses financières suggérant la faiblesse de Martin. Élisabeth rétorqua avec des contrats fédéraux et des données de production prouvant le succès du corps des anciens combattants. La percée se produisit lorsque le gendarme Bernard présenta des preuves. L'incendiaire, Denis Walter, avait été embauché par Richard Morel, l'avocat de Martin Automobile, qui alimentait Leblanc en informations depuis des mois. Relevés téléphoniques, transferts financiers, messages textes. La trahison était complète et documentée. Daniel s'avança, s'adressant directement à Leblanc. Vous n'avez pas seulement attaqué un bâtiment, vous avez attaqué l'avenir de personnes qui ont servi ce pays. Ils ont fait preuve de plus d'honneur au combat que vous n'en avez démontré ici. Le conseil d'administration vota massivement contre l'offre de Leblanc. Mais la victoire eut un prix. Des enquêtes fédérales furent ouvertes. Morel fut arrêté. Leblanc, faisant face à des accusations criminelles, fit un dernier geste désespéré. L'attaque qui commença cette histoire, forçant la voiture d'Élisabeth à sortir de la route. Daniel et Médor les interceptèrent, des hommes armés ayant l'intention de nuire. L'impasse dura des secondes qui semblèrent des heures avant que le gendarme Bernard n'arrive avec des renforts. Les hommes de Leblanc furent arrêtés. L'empire du prédateur d'entreprise commença à s'effondrer sous le poids du contrôle juridique. 3 mois plus tard, la vallée des Roches Rouges célébra la dédicace officielle du centre de service aux anciens combattants du Bois-Martin. Des drapeaux bordèrent l'approche. 300 personnes se rassemblèrent. Daniel porta son uniforme de cérémonie pour la première fois depuis des années. Médor assis parfaitement immobile à ses côtés. Élisabeth parla de partenariat entre l'industrie et le service. Le gendarme Bernard décerna à Médor une médaille de service communautaire. Rebecca Fournier, la journaliste dont les reportages d'investigation avaient exposé le réseau criminel de Leblanc, documenta le tout. Quand vint le tour de Daniel de parler, il fit court. Le capitaine Jacques Michel m'a dit un jour que Semper Fidelis n'était pas qu'une devise, c'était une façon de vivre, fidèle à la mission, aux camarades, au pays. Lorsque les champs de bataille deviennent des ateliers, lorsque les uniformes deviennent des combinaisons, cette fidélité demeure. Le ruban fut coupé, le centre ouvrit ses portes. 20 anciens combattants travaillaient désormais régulièrement, apprenant et construisant. Louis Garnier avait obtenu une bourse complète pour une école technique. 3 centres supplémentaires étaient prévus à travers la Savoie. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Daniel trouva Élisabeth sur le toit du centre, tous deux regardant la vallée des Roches Rouges s'installer dans un crépuscule paisible. « Vous n'avez jamais répondu à ma question sur les centres d'expansion, dit-elle. Allez-vous aider à les établir ? Je vais aider, confirma Daniel, mais celui-ci reste la base. Ils restèrent dans un silence confortable, le partenariat forgé par le feu étant désormais quelque chose de plus profond, de plus durable. Médor somnolait à proximité, gardien au repos. Daniel pensa aux derniers mots de Jacques Michel dans le désert koweïtien. La promesse de rester fidèle, à travers des années d'isolement et de douleur, à travers le feu et la reconstruction, à travers la résistance lorsque l'abandon semblait plus facile, il avait honoré cette promesse. En dessous d'eux, les lumières du centre brillaient contre l'obscurité naissante. Des anciens combattants travaillaient à l'intérieur, construisant des composants, construisant des avenirs, construisant une communauté. La mission était passée du combat à la création, mais la fidélité restait. « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» demanda Daniel. Le sourire d'Élisabeth contenait une promesse plutôt qu'une certitude. « Nous construisons, nous grandissons, nous honorons ce qu'ils ont commencé. » Médor s'agita, se levant pour s'étirer avant de se diriger vers Daniel. Les yeux ambrés du berger captèrent la dernière lumière, stable et certain. Plus qu'un compagnon, plus qu'un chien de travail, un partenaire à travers tout ce qui comptait. Daniel suivit Médor vers les escaliers, Élisabeth à ses côtés.
Les montagnes se dressaient en silhouette contre le ciel qui s'assombrissait, éternelle et vigilante. Demain apporterait de nouveaux défis. L'expansion, la croissance, le travail constant de maintien de ce qu'ils avaient construit. Mais ce soir, ils avaient mérité le repos. Le centre était achevé. La communauté était unie. La mission continuait, semper fidelis, toujours fidèle. Pas seulement des mots, mais une voie à suivre.